on a une armée qui est fatiguée, on a des réservistes qui sont fatigués et on a une population qui est fatiguée. Et en parallèle, on a une Knesset qui, pour des raisons de politique politicienne, donne beaucoup de Mhm. carottes aux partis ultra-orthodoxes qui n'ont aucune envie de enrôler leurs jeunes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire aux réservistes et aux familles de réservistes et finalement à tous les soldats qui s'engagent, qui s'enrôlent même à 18 ans? On est en train de leur dire, personne va venir vous aider, vous soulager dans l'effort de guerre dans l'année ou les 2 ans qui viennent. Finalement, c'est toujours les mêmes qui payent ce prix de la guerre. Et donc, il y a un problème de lisibilité du point de vue de l'action du gouvernement. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Chermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel Bocartov. Merci d'être avec nous ce matin. Comme je le disais, on a pas mal de questions à vous poser et on va aller au plus brûlant puisque apparemment il y a on va dire le torchon brûle entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, autour de l'intention ou de la décision de Binyamin Netanyahou de conquérir l'intégralité de la bande de Gaza alors que visiblement le chef d'état-major n'y est pas favorable. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une manœuvre de Binyamin Netanyahou pour essayer de tâter le terrain, de voir comment son intention de conquérir l'intégralité de la bande de Gaza, comme le souhaite, on va dire, l'aile droite de son gouvernement, eh bien, est réalisable dans la conjoncture actuelle? Alors oui et non. Ça dépend à qui vous vous adressez. Et puis effectivement, l'opération en Iran nous a quand même appris qu'il fallait faire très attention à ne pas prêter beaucoup de poids à tout ce qu'on entend en termes de fuite des Oui. réunions ministérielles et du cabinet, hein, puisque c'est seulement après coup qu'on comprend l'image complète. Mais après, plus fondamentalement, effectivement, il y a des questions autour du chef d'état-major qui est entré en poste, rappelez-vous, Daniel, il y a seulement quelques mois, et qui, à l'époque, avait présenté un plan qui avait été apprécié justement par l'aile droite du gouvernement, qui était considéré comme assertif, ferme, belliqueux, comme il était souhaité, tout ce qui était reproché, notamment à Herzi et à Lévy, de ne pas avoir été suffisamment. D'accord? Donc c'était notamment la raison de la nomination. Et puis, il y a eu des déceptions. Du point de vue de cette aile-là, jusque dans le Likoud, des personnages, des personnalités importantes du Likoud disant en off que le Eyal Zamir la façon dont il s'est présenté avant sa nomination n'est pas la même, n'est pas le même qu'une fois qu'il est en poste, qu'il a abandonné une partie de ses ambitions, notamment, ou de ce qu'il avait présenté comme ses ambitions, euh, en raison de la haute administration au sein de l'armée, en raison voilà, d'un système qui traîne des pieds, qui ne souhaite pas envahir la bande de Gaza, ou en tout cas l'occuper sur le long terme, qui craint eh bien, tout simplement un problème de troupes, hein, de main-d'œuvre, hein, qui est déjà un problème qui existe maintenant, hein, après près de 24 mois de guerre, et donc qui craint des pressions internationales, qui craint beaucoup de choses, Et et qui craint qui pour la vie des finalement, otages aussi, hein. bien entendu, on n'en a pas encore parlé, mais évidemment, aucun haut gradé, aucun officier, aucun soldat de la bande de Gaza n'a envie d'être bien entendu responsable directement ou indirectement de la mort des otages, puisque voilà près de 2 ans que l'armée israélienne essaye de les sauver de la bande de Gaza. Donc, on est dans une situation où effectivement il y a des tensions au sommet de l'État. Là, Il faut vous êtes en train de encore une nous fois dire, apprendre avec des pincettes. là, vous êtes en train de nous dire, Myriam, d'une certaine manière, que, on va dire, la politique est très nettement infiltrée dans l'état-major de l'armée israélienne. C'est-à-dire que même un général qui vient en essayant de balayer, on va dire, les doctrines de retenue de l'armée israélienne, etc., eh bien, finalement, se voit presque contraint d'aller dans le sens de son état-major en général, qui est de dire non, on ne peut pas conquérir l'intégralité de la bande de Gaza, on va se contenter peut-être d'une sorte de blocus autour de la ville de Gaza, parce que l'armée est fatiguée, parce que ça va mettre en danger la vie des otages, et de facto semble être dépendante, on va dire, des pressions exercées justement par le Forum des otages, des familles d'otages, etc. C'est ce que vous nous dites là? Je pense pas que ce soit ce que je dis précisément parce que je pense que c'est un petit peu trop conspirationniste et simpliste pour moi. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit comme ça, mais je pense que effectivement, comme c'est ce qui caractérise les hauts fonctionnaires israéliens dans leur ensemble, hein, ce que les politiques israéliens leur reprochent souvent, c'est d'avoir un avis.
parce que c'est la culture israélienne, d'accord? Le devoir de réserve chez les hauts fonctionnaires, ça n'existe pas tellement, ou alors si ça existe, c'est très minime. Et ce qu'on a, c'est très souvent des hauts fonctionnaires qui pensent qu'ils savent, qu'ils connaissent mieux le travail, qu'ils connaissent mieux le dossier, qu'ils ce sont eux les vrais professionnels par rapport aux politiciens qui vont et viennent avec beaucoup d'élections anticipées en plus en Israël, donc qui sont souvent pas très bien assis, qui n'ont pas souvent une légitimité assez flottante puisqu'il y a beaucoup de turnover dans les ministères. Et donc, effectivement, on a un système qui a tendance à penser que retourner dans la bande de Gaza et occuper la bande de Gaza sur le long terme, ce serait de la folie, ça coûterait très très cher. Voilà, qui considère qu'on a déjà suffisamment de difficultés comme ça avec la présence israélienne en Judée-Samarie / Cisjordanie, comme on l'appelle à l'international. Pour éviter le même genre de scénario dans la bande de Gaza. Or, effectivement, Benjamin Netanyahou est un peu pris. Bon, il n'y a pas que le chef d'état-major qui est contre. Il y a certaines personnalités au sein du cabinet qui apparemment, elles aussi, sont très hésitantes. Donc, il ne s'agit pas seulement du chef d'état-major. Mais c'est encore une fois les débats qui ont eu lieu au sommet de l'État. Et j'ai envie de vous dire, Daniel, c'est plutôt une bonne chose qu'ils aient lieu ces débats-là. Oui. Ce qui est moins une bonne chose, c'est que nous, la presse, on soit au courant. Oui, c'est ça, parce que d'une certaine manière, il est clair que le Hamas nous entend. Et il capte tout ce que nous disons aujourd'hui et tous ces débats, c'est très intéressant, ça prouve la vitalité de la démocratie israélienne, mais effectivement, ça affaiblit Israël face au Hamas qui, on le voit depuis plusieurs semaines, eh bien, ne cesse de durcir ses positions. Tout à fait, le Hamas qui a, pour le coup, très bien joué sa partition stratégique, qui a bien compris qu'il n'avait pas les moyens de résister militairement à l'armée israélienne et qui fait la seule chose dont il est encore capable de faire, c'est de faire pression via une campagne stratégique. Et il faut dire qu'il a extrêmement bien marché pour eux ces dernières semaines, avec notamment la France et l'Angleterre pour les exemples qui nous occupent, mais pas que eux, qui ont vraiment fait des véritables cadeaux diplomatiques à une organisation terroriste. Il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, pour l'instant, on est effectivement dans une impasse que je pense Benjamin Netanyahou a essayé d'éviter, très clairement. Alors, je voudrais avoir votre avis aussi sur un autre débat qui a jailli ces 2 derniers jours autour de cette pétition des artistes israéliens qui a été présentée dans les médias israéliens, et c'est aussi peut-être aussi là un problème de définition, de narratif, comme une pétition en faveur de la fin de la guerre. Quand on lit cette pétition, on voit qu'effectivement la dernière clause c'est mettre fin à la guerre, mais avant cela, eh bien, il y a une série d'accusations portées contre l'armée israélienne qui est accusée d'avoir affamé les enfants de Gaza, de tirer délibérément, de pas de faire de distinction, de remettre en cause sa morale habituelle. Finalement, quand on voit la réaction d'Idan Hamedi, le célèbre chanteur israélien, acteur israélien qui est devenu un héros de la guerre puisqu'il a été grièvement blessé pendant les combats, eh bien on peut comprendre les critiques qu'il émet. Oui, bien sûr. Après, Daniel, j'ai envie de vous dire, bon, voilà, les artistes israéliens comme les autres sont de gauche et d'extrême gauche. Grande nouvelle. Ça vous étonne? Non, ça n'étonne pas, mais c'est toujours le fait que ça se déroule en pleine guerre, ça se déroule au moment où on voit que toute déclaration renforce le Hamas. Finalement, il n'y a pas un minimum de jugeote de la part de ces gens-là qui certainement dans leur immense majorité n'ont pas été au combat en première ligne et qui ne comprennent pas que finalement ça affaiblit Israël, tout cela. Si, mais bien sûr que si. Évidemment que je vous rejoins dans la critique, Daniel, et que je ne suis pas du tout d'accord avec le contenu de cette pétition. Mais j'ai quand même envie de ramener le débat vers quelque chose qui, à mon avis, on ne parle pas assez. Vous savez, on parle beaucoup de Hasbara et de diplomatie publique, du fait qu'Israël ne parvient pas à convaincre ses alliés en Occident. Mais on parle peut-être pas assez du fait que, à mon sens, le gouvernement, que ce soit le Premier ministre, mais tous les autres ministres, et Dieu sait qu'il y en a, ne communique pas du tout assez avec la population israélienne. C'est-à-dire que, vous savez, on est en train de parler ce matin de la décision qui serait tombée de envahir définitivement la bande de Gaza. D'accord? Ça intervient après, encore une fois, près de 22 mois de guerre.
on a une armée qui est fatiguée, on a des réservistes qui sont fatigués et on a une population qui est fatiguée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et en parallèle, on n'en a pas encore parlé, mais j'imagine qu'on va le faire, on a une Knesset qui, pour des raisons de politique politicienne, donne beaucoup de carottes aux partis ultra-orthodoxes qui n'ont aucune envie de enrôler leurs jeunes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire aux réservistes et aux familles de réservistes et finalement à tous les soldats qui s'engagent, qui s'enrôlent même à 18 ans? On est en train de leur dire, personne va venir vous aider, vous soulager dans l'effort de guerre dans l'année ou les 2 ans qui viennent. D'accord? Donc, finalement, c'est toujours les mêmes qui payent ce prix de la guerre. Et donc, il y a un problème de lisibilité du point de vue de l'action du gouvernement. Alors, bien entendu, je suis pas en train de reprocher au gouvernement le fait que mener une guerre telle qu'on la mène depuis le 7 octobre, c'est une guerre extrêmement compliquée. Donc, bien entendu, qu'il y a des tenants et des aboutissants, des tournants, des changements de scénario et des choses qui étaient imprévisibles, le contexte international, le soutien américain et ainsi de suite. Mais, une fois qu'on a dit tout ça, il est très important de continuer de communiquer avec la population, ce que Benjamin Netanyahu ne fait pas, et ce que, encore une fois, son gouvernement ne fait pas. La population israélienne, elle est extrêmement résiliente, elle l'a montré dans cette guerre, en particulier, je pense à l'opération en Iran, mais pas que, hein, le fait qu'il y a eu une alerte la nuit dernière dans de larges parties du pays, on n'est même pas en train d'en parler entre nous ce matin, Daniel, donc ça vous montre bien à quel point on a normalisé notre situation, à quel point on tient le choc, mais il est bien normal dans ce genre de situation que, si vous voulez, les ailes les moins, je sais pas moi, les moins mobilisées, les moins radicales, les moins fortes idéologiquement peut-être, les moins capables d'emblée de tenir cette situation de guerre. Et puis encore une fois, les élites israéliennes, ce sont des élites qui ressemblent aux élites occidentales dans plein d'aspects. Vous connaissez beaucoup de pays occidentaux en ce moment qui sont en guerre depuis 2 ans, Daniel? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a besoin de faire un effort plus important, de communiquer avec la population, de lui expliquer les objectifs, de montrer que les otages ne sont pas oubliés, parce que ça, c'est très important pour, évidemment, beaucoup de gens en Israël, et plus particulièrement d'expliquer l'effort de guerre, encore une fois, dans les limites du possible, d'encourager la population, de remercier la population pour ses efforts, de remercier les réservistes. Tout ça, c'est pas fait du tout en ce moment par le gouvernement, Daniel. Et peut-être de dire aussi tout simplement que finalement, il y avait 2 objectifs à cette guerre, la libération des otages et l'éradication du Hamas, et qu'aujourd'hui, 2 ans après, face à la conjoncture actuelle, internationale, locale, sécuritaire, eh bien, il est impossible de les réaliser, de les concrétiser les 2, parce qu'ils sont contradictoires quelque part, d'une certaine manière. Bon, ça, c'est militairement, on comprend bien, on voit bien la différence entre la bande de Gaza et, par exemple, le front nord face au Hezbollah et ainsi de suite. La différence quand, effectivement, Tsahal se bat sur le terrain avec les contraintes, bien entendu, impliquées par le fait qu'on souhaite secourir le plus d'otages possible. La population israélienne le comprend bien. Mais justement, c'est une des difficultés du dialogue qui s'est créé depuis 2 ans, c'est que Benjamin Netanyahu n'est pas capable de dire ça à la population. Il n'est pas capable de dire ça parce qu'on a créé la situation dans laquelle c'est trop difficile à dire peut-être, mais il a besoin de dire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est dans un contexte où il y a un manque de confiance totale entre lui et les grandes chaînes médiatiques, à part la 14, et donc il s'exprime presque que en anglais, ou alors dans des médias de droite plus ou moins confidentiels comme Galé Israël. Et donc, on est dans une situation, encore une fois, c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait de la défiance et pas que la population va devenir pro-Bibi demain matin, d'accord? On ne demande pas ça dans une démocratie. Mais il y a besoin de plus de communication, il y a besoin de plus d'illisibilité. Encore une fois, il y a énormément de ministres, vraiment seul Dieu sait ce qu'ils font toute la journée, une partie d'entre eux. Et certains passent mieux auprès du public que d'autres, ont des personnalités plus lisses, plus avenantes et sont tout à fait capables de mieux communiquer et ne le font pas. Alors, effectivement, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé hier à la Commission des Affaires étrangères de la Défense de la Knesset, donc la prise de fonction de Boaz Bismuth en tant que président, qui remplaçait donc Yuli Edelstein, et Yuli Edelstein qui a lancé, on va dire, un véritable réquisitoire, un acte d'accusation en direction du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il dit tout simplement, il n'y aura pas celui qui me remplacera ne pourra pas faire réaliser une loi qui dispense, qui impose aux Haredim, aux orthodoxes de rentrer à l'armée, de s'enrôler dans l'armée. Et finalement, Boaz Bismuth va être une sorte de marionnette des partis orthodoxes qui vont pouvoir maintenir, on va dire, ce statut d'exempté du service militaire et des combats dans la bande de Gaza. C'est ce que vous pensez, vous aussi, effectivement, que c'est vers cela qu'on se dirige?
Bon, vous savez, il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, le fait que Yuli Edelstein a décidément, a l'air d'avoir décidé de ne pas, il partira pas calmement, d'accord? Oui. C'est même assez surprenant de la part de cette personnalité qui, pendant des années, s'était montrée plus consensuelle, mais là, on a presque l'impression d'assister à une campagne interne pour des primaires ou quelque chose de ce Oui, goût-là. ça serait En pas tout cas, surprenant. il apprécie absolument pas ce qui s'est passé, ce qui peut tout à fait se comprendre, sachant que voilà plus d'un an qu'il essaye de mener cette guerre au sein de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, et qu'il a publié hier le brouillon de loi qui Oui. avait été bon gré mal gré en tout constitué, avec notamment en marqué à la main comme ça les remarques de la conseillère juridique de la commission, qui je pense, bon c'est peut-être un peu technique comme détail Daniel, mais qui montre bien que même Boaz Bismuth, voilà, qui aime bien se promener avec une kippa, qui montre probablement plus de déférence peut-être que Yuli Edelstein, qui lui-même aussi est religieux d'ailleurs, hein, je sais pas pourquoi je vous dis Oui, ça, mais vous oui. voyez ce que je veux dire, c'est une question d'attitude peut-être envers les partis orthodoxes qui de toute façon voulaient punir Edelstein. Mais quoi qu'il en soit, la question importante, Daniel, c'est est-ce que Boaz Bismuth pourra faire passer une loi d'exception généralisée pour les ultra-orthodoxes? On est en train de nous dire que la conseillère juridique de la commission, même pas Oui, de la Knesset, oui, hein, oui. ne laissera pas passer une loi qui enfreint le principe d'égalité assez vulgairement et agressivement. Donc, vous voyez, on a bien compris que c'était la politique politicienne, que les partis orthodoxes montrent leurs muscles et veulent montrer qu'ils sont capables d'imposer un changement de président de commission à l'ensemble de la coalition et du Likoud. On a bien compris que Benjamin Netanyahu n'est pas prêt à renoncer à son alliance historique avec les partis orthodoxes parce qu'il considère qu'il a besoin d'eux pour continuer à gouverner au moins jusqu'à 2026. Et donc, la situation est telle en commission. Maintenant, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème dans tout ça, au-delà de la politique politicienne qu'on comprend très bien, qui est nécessaire pour gouverner en Israël dans cette démocratie parlementaire qui est la nôtre, c'est que il y a un manque de lisibilité de loyauté, de gratitude envers les réservistes qui est absolument dramatique alors qu'on rentre dans le 23e mois de guerre maintenant, Daniel. Il est là le vrai problème. C'est-à-dire que d'un côté, le gouvernement annonce une énième opération, un énième effort dans la bande de Gaza en nous disant cette fois-ci c'est la bonne, c'est pas comme les 5, 6, 7 fois où vous êtes venus avant. Et d'un autre côté, on me dit mais sachez que personne viendra venir grossir vos rangs dans les années qui viennent puisqu'on est en train d'exempter massivement, et on va le rappeler à nos spectateurs, près de 80 000 jeunes en bonne santé qui ont 18 ans et qui restent sur les bancs de l'étude plutôt que de venir soutenir l'effort de guerre avec leurs frères juifs et israéliens. Alors tout cela nous amène à ma dernière question et nous projette peut-être un petit peu dans l'avenir. On va dire les observateurs s'accordent à penser qu'à la rentrée parlementaire, eh bien, on ira très rapidement vers une dissolution de la Knesset et vers des élections anticipées. Est-ce que, en allant encore plus loin, est-ce que vous pensez que finalement, aujourd'hui, face à toute cette constellation dans laquelle on évolue, si Binyamin Netanyahou devait rester le Premier ministre de l'État d'Israël, avec un Likoud qui resterait autour de 25 à 30 mandats, est-ce que finalement, il ne serait pas temps pour certains partis du centre de lever le boycott, en tout cas le veto qu'ils ont lancé en faveur c'est-à-dire contre Netanyahou, et de former un gouvernement, on va dire, de centre-droite, centre, qui permettent tout simplement, justement, mettre de côté pour une fois les orthodoxes, mettre de côté pour une fois les partis radicaux, on va dire, à gauche, et essayer de gouverner avec une sorte de consensus qui apaiserait quelque peu les esprits, qui apaiserait la société israélienne. Qu'est-ce que vous pensez de ce cas de figure ? Oui, alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, Daniel. D'une part, moi, je ne crois pas que le gouvernement va tomber en octobre à la rentrée parlementaire. Je pense que Benjamin Netanyahou va essayer de viser au moins le printemps prochain, d'accord, à minima, et je pense qu'il est capable d'y arriver, peut-être mars, avril, comme ça, parce qu'il a vraiment envie de maximiser le temps de Donald Trump à la Maison-Blanche, ce qu'il n'avait pas réussi à faire lors du premier mandat de Donald Trump. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai jamais été en faveur du boycott, évidemment. Il est évident qu'il y a une énorme majorité dans la société israélienne et à la Knesset, en fait. À la Knesset, vous avez près de 80 mandats, voire plus, qui sont d'accord sur à peu près tout.
aujourd'hui, Ouais. qui sont d'accord sur le fait que tout le monde doit servir, qui sont d'accord sur une économie de marché, qui sont d'accord sur la fermeté sécuritaire encore plus forte depuis le 7 octobre, qui ont vraiment des différences, mais minimes entre elles, des différences sociologiques, qui fait le qui douche et qui ne le fait pas, des choses comme ça, mais qui finalement sont vraiment d'accord sur les grandes lignes de la politique israélienne et qui mériteraient bien entendu de former une coalition vaste, stable, homogène et capable justement de régler ces problèmes qu'on se traîne comme des boulets, l'enrôlement des ultra-orthodoxes, l'intégration massive des Arabes israéliens, la lutte contre la criminalité dans le secteur arabe et beaucoup de choses qui a besoin de faire dans la société israélienne pour qu'elle continue d'aller mieux, sans parler évidemment de la situation sécuritaire. Donc tout ça, c'est une évidence. Est-ce que un Yair Lapid qui a fait sa carrière depuis 10 ans sur son opposition à Netanyahou? Est-ce qu'un Benny Gantz qui a payé des prix politiques énormes à chaque fois qu'il a franchi le Rubicon? Est-ce qu'un Benjamin Netanyahou lui-même, qui a Oui. vraiment préfère gouverner avec les ultra-orthodoxes parce qu'ils sont beaucoup plus commodes en termes de partenariat de coalition, ils demandent pas grand-chose, ils sont pas ambitieux, ils ont pas envie Oui. d'aller serrer la main aux Américains, etc. Est-ce que tous ces acteurs-là sont capables de le faire ou est-ce qu'on va devoir attendre un renouvellement des générations et de leadership au sein de la Knesset? C'est ça la question, en fait. Eh bien, on va rester sur cette question-là. Merci beaucoup, Myriam Germer, de nous avoir éclairé donc sur ces multiples sujets qui sont d'actualité brûlante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt, Myriam. Bonne journée. Merci, Daniel.